So I don't think there will be many companies buying large reactors for 10 billion euros anymore. There are just not enough companies in Europe with this kind of budget or balance sheet, and there won't be a lot of governments willing to take the risk. So the future is in small modular reactors, and the challenge is huge. So to be able to generate this quantity of energy that we will be shutting down, dispatchable energy, shutting down very soon in nuclear and coal, to make it and count for the increase in consumption, that is which will also happen despite the price, then tens and tens of SMRs need to be built in Europe. And the problem is also that we have only 20 utilities with nuclear power in Europe. That is not enough. And most of those utilities are owned by the government. They are not like PVO. They are more like, unfortunately, Vattenfall, where when Magnus Holm starts talking about new nuclear, he gets reprimanded by the ministry. So this is what is the problem, and major problem. That means that there is an opening for new companies starting SMR projects, and this is absolutely necessary for startup companies or new companies to take up political risk, put up innovations, learning from TVO or PVO, establishing industrial relationships and the relationships with the municipalities, who would be the shareholders, getting the revenue, proposing a benefit sharing to the municipalities. We in Estonia are proposing to one municipality correct concrete payments for each megawatt hour. This is in the municipality, for the people, free power. It may be 1-2 megawatts of capacity, but in a large scheme of things, it's nothing. So it's a fair, and if you want something from people, you have to provide something. You just can't expect with the promise of jobs that you get public approval, because the people rightly in the municipality ask, am I getting the job? No, you're not. People are coming into your municipality, hopefully, but maybe they will be living outside the municipality. So it's free power is the product that nuclear power plants can produce. So I will not go to more detail about startup financing and venture capital, but I would say that the idea that the governments will put up and the current utilities will put up this 400 billion that Massimo was talking about, and this is absolutely necessary, is unlikely. We need to have, like in renewable energy, a lot of venture capital, private equity, and different funds that finance and like ecosystem of different levels of companies and different level of development, of deployment, and different levels of financing. So in end, really, there are the best financiers, the pension funds that really have tens of billions available, but they want to see de-risk proposals. And so we have to, and we are considering now by Fermi Energia, as crazy as it sounds, with good partners to set up a possible first venture capital fund to finance SMR deployments in EU countries beyond Estonia. And I see it absolutely necessary. Like there are in renewable tens of companies in venture capital, there have to be, if we are serious about new nuclear deployment, to pool a lot of young people, a lot of billions into this business of SMR deployments, there have to be a lot of new venture capital funds to finance this development. Otherwise, we're just talking. Thank you very much. Thank you very much. I hope you could have this speech not only in the IAEA but in the European Union as well, because I think in many aspects they think that renewable sources will solve everything, every problem, even security of supply, and we do not really need
base load plants. And hopefully about the small modular reactors can be another good example using nuclear energy in future. And what you mentioned about the municipalities, we are from the vicinity of nuclear power plants, from Spain, Sweden, Belgium, and some other countries, Hungary as well. And we think that in case of using nuclear energy, there must be a common real relationship with the municipalities, because without their I can say permissions, it's not really possible to build nuclear units. Absolutely. Eurajoki is getting 4 million euros a year, and the other municipalities they're envious in Finland. Pyhäjoki and Hanhikivi, they were like, or the two municipalities, they were fighting to get Fennovoima. And the municipalities, they have to get revenue. Because what is nuclear power plant in the end of the day, if you're not the nuclear engineer, it's a money-making machine for 60 years. And if the people see that there's real benefits to the people, then, I mean, the NIMBY effect can be overcome. Okay, thank you. And I also mean that not only finances support, but the region where nuclear power plants are, they help the region itself in cultural things, sports, and so on. So they really help the development of the region itself. Okay, so the next panelist is a person who also has a background in nuclear energy. He spent many years as the CEO of Chinon nuclear power plant. And when we talk about the European Commission, which claims energy neutrality and support of the free choice of the countries concerning to choose the different energy sources to prepare their energy mix, the goal is that until 2030, the renewable sources share should be 30%, and it allows the use of nuclear energy or CCES. And my question is that to face the challenges, do we need an industrial renewal which valorizes all type of decarbonized energy sources like tidal or the second generation of photovoltaic, smart grids, CCS, or even nuclear? Please, the floor is yours. Thank you. Bien, aujourd'hui je parle en tant qu'organisation non gouvernementale. La particularité de l'organisation non gouvernementale, c'est qu'elle est en capacité de porter des convictions, de constater les choses, de critiquer les choses, et pour nous, pour la nôtre en tous les cas, qui s'appelle Sauvons le climat, de proposer des choses. Donc Sauvons le climat a été créé il y a une vingtaine d'années autour de deux convictions majeures. La première, c'est le climat est un sujet majeur. C'était pas évident du tout il y a 20 ans. Et la deuxième, c'est pour traiter le problème, il faut s'appuyer en priorité sur les réalités techniques et scientifiques. C'est la science et la technique qui vont apporter les solutions et non pas le rêve, l'illusion ou les promesses. Donc, je mets ces lunettes-là aujourd'hui pour regarder la question. C'est vrai que c'est les lunettes-là que je regarde. Alors, je vois que l'Europe, j'ai entendu, il y a eu la confirmation tout à l'heure, l'Europe veut se positionner en leader sur le sujet. C'est une bonne chose, mais le dire, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Et on voit aussi que la réalité européenne, ça a été dit, c'est qu'il y a des disparités énormes au sein de la communauté. Les ressources énergétiques ne sont pas les mêmes, les histoires énergétiques ne sont pas les mêmes, et les résultats ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, chaque année, un Suédois émet 4 tonnes de CO2, l'équivalent de 4 tonnes de CO2. Un Français, 5. Un Espagnol, parce qu'il y a des Espagnols ici, 5,5. Un Finlandais, 7,5. Un Polonais, 8. Un Allemand, 9. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors l'Europe a fixé un objectif, une ambition collective, et puis affiché une neutralité de moyens. Massimo nous a expliqué tout à l'heure que c'était comme ça que ça fonctionne, et que c'est politique. Alors, du coup, on ne parle pas de charbon. On ne parle pas de charbon parce que c'est un sujet délicat, qui met certains en difficulté, alors qu'on sait tous que même si c'est difficile, la sortie des énergies fossiles est un incontournable. Et en premier lieu, la sortie du charbon, le plus vite possible. On ne parle pas non plus du gaz, dit gaz naturel.
qui est un sujet un peu de même nature, qui est aussi une énergie fossile, même si elle est moins émettrice, et qui pose en plus des questions d'approvisionnement, donc d'indépendance énergétique, et qui ne peut être qu'un levier transitoire et provisoire dans la transition. On le sait aussi, mais ça ne fait pas partie de la solution finale en l'état. Le nucléaire, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est le sujet clivant par excellence. Le nucléaire existe dans 14 pays d'Europe, c'est exactement la moitié aujourd'hui. 126 réacteurs, un quart de l'électricité produite en Europe, et la moitié de l'électricité décarbonée produite en Europe vient du nucléaire. Donc la question de la pertinence vis-à-vis du climat ne se pose pas si on est un tout petit peu rationnel. Mais il n'y a pas que du rationnel dans le nucléaire, ça a été dit aussi par Massimo avec ses mots. On a entendu aussi tout à l'heure qu'on voit bien qu'il n'y a pas de futur sans le nucléaire. Alors c'est 12%, 14%, 15%, 20%, je ne sais pas, mais il n'y a aucun scénario raisonnable qui exclut le nucléaire. Mais comme certains pays n'en ont pas et ne peuvent pas bénéficier de cet atout vis-à-vis du climat, alors en Europe, on ne dit rien sur le nucléaire, mais on lui met quand même un certain nombre de bâtons dans les roues. On mégote ses accès au financement, ça a été déjà dit aussi tout à l'heure. Et puis on lui colle un coefficient d'énergie primaire, ça a été aussi évoqué, qui n'a strictement aucun sens, mais qui permet de ne pas pouvoir utiliser l'électricité issue de ces centrales-là dans le bâtiment. Par contre, donc on n'en parle pas, par contre, le renouvelable et l'efficacité énergétique, ça on en parle. Parce que ça fait consensus. Mais ce n'est pas le consensus qui va nous sortir de la situation. En tous les cas, ça ne suffira pas. Donc, mes lunettes me disent qu'on est au milieu du gué. En fait, on dit qu'on est neutre sur les moyens, mais on affiche quand même ceux qui sont gagnants. On a quand même fait des choix. C'est la situation actuelle, alors qu'on constate que ceux qui les ont le plus déployés ne sont pas les plus performants en matière de résultats. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les déployer. Mais ça c'est la situation. Et comme le sujet des émissions, c'est partout pareil, qu'on soit en France, à Bruxelles, ici, etc., c'est très compliqué, alors que c'est ça le fond du sujet, on en parle pendant 2 minutes, et puis après on passe à l'éolien, au solaire et à l'efficacité énergétique, et là on en parle pendant des heures. On n'a pas parlé du fond du sujet, qui est celui que nous on regarde, quelle est l'efficacité pour le climat. J'ai entendu tout à l'heure que ça c'était très très compliqué, c'est les limites du fonctionnement de l'Union européenne, c'est politique, etc. J'ai parfaitement entendu. Mais je pense que la planète n'a pas entendu. Et pendant ce temps-là, le climat continue à se dégrader. En Europe, les émissions ont baissé depuis la COP21 de 0,5% en 4 ans. 2,5% l'an dernier, mais comme ça avait augmenté avant, 0,5%. On n'est pas du tout au rythme qu'il faudra avoir. Alors, que faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisque j'ai dit qu'on était là aussi pour proposer. Et à quoi faudrait-il passer notre temps plutôt que de discuter pendant des heures s'il faut mettre un objectif de renouvelable à 27 ou à 28%, ou est-ce que ça doit être contraignant, pas contraignant, collectif, pas collectif, etc. etc. Moi je propose une méthode en plusieurs points. Premièrement, on pourrait fixer un objectif ambitieux. Ça c'est l'objectif de l'Europe. Il est fixé. Bon, 40% en 2030 c'est pas mal. Donc ça, je pense que politiquement c'est possible. Deuxièmement, agréger les contributions de tous les pays. C'est ce qu'a fait l'accord de Paris. L'accord de Paris a réussi parce qu'on a demandé à tous les pays quelles sont vos contributions et faire une méthode itérative jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. Ça nécessite de la solidarité, de la confiance, mais si on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas être le leader et on ne peut pas être l'Europe. Donc, moi je pense qu'on pourrait faire comme ça, quitte à itérer. L'accord de Paris, il semble que la mise en œuvre soit un peu difficile et que les promesses ne soient pas vraiment tenues, mais on était 195, non, on n'est que 28, 27 peut-être demain. Donc pourquoi on n'y arriverait pas, puisqu'on va être le leader? Je propose aussi, il me semble qu'on pourrait être ferme sur certains principes. Le premier principe auquel nous on est très attachés, c'est qu'il faut agir vite. Une tonne de CO2 évitée aujourd'hui a beaucoup plus de valeur qu'une tonne de CO2 qu'on espère éviter dans 5 ans ou dans 10 ans si la technique a suivi et si la technologie est au rendez-vous. Le temps n'est plus aux promesses, mais le temps est au résultat et à l'action et à la trajectoire que l'on suit. On doit aller à terme vers la sortie des fossiles. Donc c'est très compliqué. On comprend bien, certains pays, on n'a pas de la Pologne tout à l'heure, évidemment qu'il faut prendre tout ça en compte. Mais ce qui me paraît incompréhensible, c'est qu'on continue à construire de nouvelles centrales charbon en Europe. Je parle bien des nouvelles. Le charbon aujourd'hui, il a beau être plus propre, il a beau être moins émetteur, ça reste un émetteur majeur et qui n'est pas du tout dans la solution. Et là, on va à l'envers de ce qu'il faudrait faire.
Donc je pense qu'on pourrait afficher des principes qui ne sont pas de nouvelles centrales charbon, sauf exception à examiner dans des cas, etc., évidemment. On pourrait aussi imaginer qu'on n'installe pas de nouvelles installations qui dégradent le bilan carbone actuel. Une centrale à gaz, si elle remplace une centrale charbon, ça améliore le bilan. Si elle remplace rien, ça n'améliore pas le bilan. Donc il faudrait l'accompagner d'énergie décarbonée équivalente de façon à maintenir l'équilibre et à ne pas dégrader le bilan. Et puis bien sûr, laisser la place à toutes les solutions. On aura besoin de toutes les solutions. Il va être très très compliqué d'y arriver, mais la seule chance qu'on a, c'est de mobiliser tout ce qui fonctionne. Et donc, organiser les solidarités en Europe, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, pour rendre les choses possibles, intégrer les différentes situations, évidemment. La Pologne, on en a parlé tout à l'heure, on ne peut pas diviser par deux ces émissions comme ça, il ne suffit pas de claquer des doigts, il faut les aider, il faut voir quelle technologie, enfin, etc. Comment on peut faire ça? Donc, organiser plutôt des entraides que des petites disputes et des chamailleries pour savoir quelle est la part de chacun dans l'objectif commun. Donc, finalement, on arrive à une subsidiarité motivée, une ambition maintenue, mais surtout un focus absolu sur les résultats. C'est ça qui est important. Et derrière, on a quand même les moyens, je pense, il doit être possible d'organiser la politique industrielle de l'Europe sur le secteur. Parce que là aussi, il y a une place à jouer, un, sur l'Europe, et deux, au niveau mondial, parce que c'est là que ça va se jouer. Du point de vue industriel, face à l'Europe, il y a la Chine, il y a les États-Unis, la Corée, etc. Donc il y a des monstres, donc on ne pourra y arriver que si on est tous ensemble. Donc je pense qu'il faut absolument conforter les filières qui existent déjà en Europe, les filières industrielles. Il me semble qu'il y a des filières industrielles qui existent dans l'éolien, et il y en a aussi dans le nucléaire. Il faut absolument les conforter. Je pense que sur le solaire et sur le stockage par batterie, je pense qu'il est un peu illusoire d'imaginer, sauf à préserver une indépendance par rapport à des fournitures extérieures, de rattraper le retard qui a été pris sur les grands champions du moment à l'heure actuelle. Je pense que sur les technologies du silicium cristallin et du lithium-ion pour les batteries, il va être très très compliqué. De toute façon, il n'y a quasiment aucune chance de rattraper la performance industrielle qu'ont pris certains. Par contre, identifier toutes les technologies émergentes, on en a vu ce matin, ça a été présenté tout à l'heure par l'Institut de recherche finlandais, et avancer ensemble sur les solutions de demain. Les solutions de demain, c'est les renouvelables thermiques dont on a très peu parlé, la CCS dont on aura de toute façon besoin parce que éliminer le fossile, c'est possible dans un certain nombre de domaines, mais il y a des domaines de l'industrie où ça n'est pas. Enfin, en tous les cas, il n'y a pas de technologie qui permette, donc il va falloir faire du captage. Le photovoltaïque de demain, le stockage et les batteries après la technologie lithium-ion, le nouveau nucléaire, bien sûr, mais qui devra, lui, pour les grosses centrales, démontrer sa capacité à maîtriser les coûts. Il faut reconnaître que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudra le démontrer, j'ai fini. Et puis, les SMR dont on a aussi beaucoup parlé. Voilà, donc en conclusion, comme on m'a dit qu'il fallait que je conclue, je pense qu'il faut chasser en meute. Il faut absolument jouer groupé, et ce n'est pas l'image que je vois aujourd'hui avec mes lunettes. Je vois plutôt qu'il y a plein de raisons de ne pas faire, qu'on peut entendre. Il y a plein d'enjeux locaux qui font qu'on est plutôt dans le chacun pour soi et qu'on ne chasse pas tous ensemble. Thank you very much. Very good thoughts and very good ideas. And I think, yes, we should use the advantages of the different sources. In that case, we have to save the climate and save the Earth. And I think nuclear can have a place in this. All right, now I'm turning to the next panelist, Mr. Serrat from CEA from France, and I would like him to talk about renewables, the relationship between renewables and nuclear power, which is the right balance. Should energy policies be centered on the renewable energy, which is an engine generated? And are those latter truly complementary to nuclear energy? Are they not just aspects of the cure against the dependency on the carbon energies? And how can we deal with this intermittency?
And finally, one more question. Are issues of energy storage, mobility, infrastructure, or even hydrogen accessible? The floor is yours. Thank you. Okay, thank you very much. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Je remercie donc Claude et son équipe de m'avoir invité. Voilà, effectivement, je vais revenir sur l'équation qui nous rassemble depuis plusieurs heures maintenant, à savoir comment atteindre une neutralité carbone en 2050 en imaginant une augmentation de la demande électrique. Donc cette équation, on l'a dit depuis tout à l'heure, va nécessiter toutes les énergies décarbonées possibles, que ce soit nucléaire, hydraulique ou l'énergie renouvelable. Et on a beaucoup discuté de cette stratégie-là avec donc, les 30% d'énergie renouvelable en 2030 au niveau européen. Et ceci a été décliné en France, donc je vais faire un focus sur la France pour un peu illustrer mon propos. Ceci a été illustré par le plan de programmation sur l'énergie, la PPE, qui est une loi qui nous donne des grands axes. Notre objectif en France est d'atteindre 40% d'énergie renouvelable en 2030. Alors pour vous fixer les idées, en 2018, nous étions à 22,7%, alors qu'en 2017, nous étions aux alentours de 17-18%. Donc vous voyez une très très forte progression, mais on est globalement à la moitié du chemin sur ces 40%. Et cette loi donc, de programmation pluriannuelle de l'énergie nous demande aussi de considérer 50% d'énergie nucléaire en production au maximum à l'horizon 2035. Donc ça c'est important parce que aussi, tout ça doit se faire dans un environnement social, puisque c'est une demande sociale que d'évoluer dans ce sens-là. Et puis en France, vous le savez, quand on dit aux citoyens français qu'il est nécessaire de faire un geste pour l'environnement, et pour ce faire, on va augmenter le coût des carburants, depuis un an, nous avons les gilets jaunes dans la rue pour ces raisons-là. Donc vous voyez la vraie difficulté en termes de vision sociale et de réalité de terrain. Alors, l'objectif à l'heure actuelle, c'est effectivement de penser à un mix énergétique renouvelable. Et ce que je souhaitais faire avec vous, c'est vous donner en termes de vision de la France, de quoi nous parlons en termes de potentiel. Alors en termes de potentiel, l'éolien, globalement, nous avons en termes de capacité installée 15 gigawatts en 2018, ce qui est globalement cohérent avec la PPE. Mais si on s'intéresse au maximum, c'est-à-dire au potentiel maximum d'éolien, globalement 2 tiers offshore et 1 tiers d'éolien terrestre, nous serons à 30 gigawatts. Ça veut dire qu'au maximum, au niveau éolien en France, nous serons en capacité de produire 150 TWh, alors qu'à l'heure actuelle, en 2018, nous avons produit 550. Donc vous voyez, on ne pourra atteindre au maximum qu'un petit tiers de la production énergétique. Si on s'intéresse au solaire photovoltaïque, en 2018, en termes de capacité installée, nous sommes aux alentours de 8-9 gigawatts. Alors ce qui est intéressant, c'est que lors de la PPE, beaucoup de chercheurs ont regardé quel était le potentiel du solaire en France. Et moi j'ai retenu un chiffre qui m'a un peu interloqué. C'est une capacité maximale de 775 gigawatts. Alors comment cela est possible? C'est rendu possible par le fait que les hypothèses qui ont été prises ont été de recouvrir de panneaux photovoltaïques l'ensemble des parkings de supermarchés, d'aéroports, de gares, d'utiliser toutes les surfaces bâties, et on arrive à ce genre de capacité maximum. Mais vous voyez aussi qu'en termes de réseau, en termes de connexion, ça va mener à un certain nombre de questions. En termes de nucléaire, la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous amènera à fermer des réacteurs, à arrêter des réacteurs, 14 environ dans les 10-15 ans à venir. Ça veut dire aussi que ce sont les plus vieux qui vont être arrêtés, mais que aussi nous sommes en demande de création de réacteurs nucléaires pour maintenir cette capacité de mix. Et vous savez que donc nous avons l'EPR de Flamanville qui a quelques difficultés en termes de coût, délai et de planning.
Alors c'est vrai que ça aussi c'est perçu assez difficilement par le citoyen français, puisque si je prends l'EPR chinois, les EPR chinois de Taishan, ils ont commencé après nous et ils ont déjà lancé leurs réacteurs. Alors ça c'est très difficile de rendre lisible ce genre de choses. Et si on s'intéresse un peu à la réalité, on voit bien qu'en France, à la différence de la Chine, qui construit globalement des réacteurs nucléaires tous les ans, en France, nous sommes restés pendant 20 ans sans construire de réacteurs nucléaires. Et de ce fait, nous avons perdu en compétences et surtout, nous n'avons plus de supply chain. Derrière ces coûts importants qui apparaissent, ces surcoûts, sont aussi connectés avec une peur et la réalité de ça. Alors moi, je vous rappelle que si vous avez eu la chance de venir en France et que vous êtes monté sur la Tour Eiffel, la Tour Eiffel, le budget a été multiplié par 3 par rapport à ce qui avait été prévu. Et c'est pas pour ça que les millions de touristes qui montent dans la Tour Eiffel prennent des risques quand ils viennent en France. C'est la même chose sur le tunnel sous la Manche, si vous l'avez déjà pris, puisqu'il y a un facteur 5 sur le coût initial et le coût réel. Donc là aussi, la notion de surcoût et la notion de sécurité, c'est quelque chose sur laquelle nous avons beaucoup à travailler. Alors je reviens sur l'aspect du mix. Effectivement, l'introduction de 30, 40, voire 50% de renouvelables, c'est un point important. Massimo a parlé tout à l'heure effectivement de l'horizon 2050 avec 80% du mix électrique qui viendra de sources renouvelables et uniquement 15% de nucléaire. Mais la question qui va se poser, qu'on se pose depuis tout à l'heure, c'est quelle stabilité de réseau et quelle qualité de l'électricité produite. En France, effectivement, c'est 220 volts et 50 Hz. Et le fait de sortir de ce schéma-là, on l'a déjà vu, amène à des problèmes. Alors, oui, le nucléaire, pour nous, il est très important en France, puisque c'est une énergie pilotable, qui est indépendante des conditions climatiques. Et le grand enjeu pour le nucléaire, dans ce mix qui va intégrer de plus en plus d'énergie renouvelable, c'est de devenir un outil de flexibilité. C'est-à-dire que la flexibilité du nucléaire, c'est sa pouvoir s'effacer ou à remonter en puissance en fonction notamment des conditions météorologiques, de manière à avoir une complémentarité avec les énergies intermittentes, est vraiment très importante. Donc ça veut dire que pour nous, en termes de conduite de réacteurs, mais aussi en termes de conception de cœur, en termes de conception des combustibles nucléaires, il y a une importance majeure à pouvoir intégrer ces éléments-là. Alors, au CEA, nous avons lancé pour 2020 une vision intégrée, c'est-à-dire que le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est-à-dire que nous avons au sein de notre organisme de recherche publique des compétences à la fois sur le nucléaire, mais aussi sur les énergies renouvelables telles que le solaire, des compétences sur l'hydrogène, sur les batteries. Et l'idée est de réfléchir à un effet synergique de notre R&D entre nucléaire et renouvelable, de manière à avoir une réflexion intégrée des systèmes énergétiques. Alors, cela concerne les moyens de production, bien évidemment. J'ai parlé de la flexibilité. La flexibilité, elle va être atteinte en partie grâce aux futurs réacteurs et à la future conduite de réacteurs nucléaires, mais il est illusoire d'imaginer intégrer de l'énergie renouvelable à des pourcentages élevés sans réfléchir à des notions de stockage. Et pour nous, en termes de stockage, c'est un stockage multivecteur, le vecteur hydrogène est en particulier un vecteur qui nous intéresse en termes de stockage. On peut aussi imaginer, bien sûr, le stockage thermique. Donc, la transition numérique qui s'opère à l'heure actuelle sera aussi, pour nous, importante dans la mesure où on va beaucoup travailler sur la capacité de pilotage à la demande des réseaux. Alors les réseaux, on en a peu parlé en fait aujourd'hui. À titre personnel, je reste convaincu que certains pays européens ont pu adresser leur transition énergétique que parce qu'ils étaient connectés au réseau européen et qu'ils ont pu remettre sur le réseau de l'énergie quand il y en avait beaucoup, notamment en mer du Nord et que les éoliennes tournaient beaucoup, et puis quand il n'y avait pas d'énergie, en fait le réseau permettait d'accéder à ça. Donc les réseaux c'est très important pour nous au CEA en termes de R&D parce que cela va être sur différents niveaux, c'est-à-dire des réseaux locaux, des réseaux régionaux, mais aussi des